Bonsoir et bienvenue au Club de l'Enjeu, votre nouveau rendez-vous, mardi, minuit, minuit 30, vivement le mardi minuit, le nouveau rendez-vous du Club de l'Enjeu à la place du samedi matin. Vous l'avez remarqué, quand ça va mal, l'économie, on redécouvre qu'elle est au cœur de la plupart de nos problèmes de société. C'est l'économie qui est la clé des élections américaines. C'est l'économie aussi qui est au cœur du débat sur l'Europe, comme par exemple lorsque vous avez des disputes en famille sur la monnaie unique, et c'est très bon. C'est l'économie qui est le levier essentiel pour gagner la bataille de l'emploi. Nos sociétés démocratiques occidentales sont les premières qui, historiquement, aient réussi à s'approcher du triangle d'or, la liberté plus la prospérité plus la sécurité. Mais la première des sécurités, la première des dignités, c'est le travail, c'est un emploi. Et cette sécurité, elle est désormais menacée pour tout le monde, du PDG jusqu'aux jeunes débutants. Voilà pourquoi la bataille de l'emploi sera une de nos obsessions au Club de l'Enjeu. Avec Anna Weller, l'actualité, nous allons la regarder de façon très concrète en nous appuyant sur les expériences vécues personnelles de tous ceux qui sont engagés sur le terrain, des grands patrons aux jeunes créateurs. Le Club de l'Enjeu, votre rendez-vous vivement mardi, minuit, minuit 30, le nouveau rendez-vous du Club de l'Enjeu. C'est parti, Alain. Voilà, bonsoir à tous. Et comme on aimerait pouvoir vous dire, eh bien, la rentrée se présente bien, tout va bien. Malheureusement, on ne peut pas le dire. Avons-nous des motifs d'espoir? C'est ce que nous allons voir avec nos invités. D'abord, deux grands patrons, Jean-Louis Beffa de Saint-Gobain, Michel Pébereau, président du CCF, tous les deux propagandistes du oui à Maastricht. D'ailleurs, également Jean Caspar, qui est également pour le oui. Il a fait hier sa rentrée avec sa première conférence de presse de secrétaire général de la CFDT. Tous disent oui à Maastricht, on verra pourquoi tout à l'heure, mais oublions un instant Maastricht, tout de suite une question d'actualité sous le regard du syndicaliste, à Michel Pébereau. Vous avez vu, deux grands patrons viennent d'être virés, excusez-moi le terme, de leur entreprise, Michel Bon de Carrefour, Jean Arvis de Victoire. Est-ce que vous vous sentez vous-même sur un siège éjectable ? Écoutez, tous les présidents d'entreprise sont au service de leurs actionnaires. Alors, quand les actionnaires décident de changer de président, ils changent de président. C'est ça la caractéristique de ce métier. Donc, vous êtes prêt, même si vous ne vous sentez pas sur le siège éjectable, pas tout à fait. Vous savez, les pilotes d'avions à réaction sont tous sur un siège éjectable et ça ne veut pas dire qu'on appuie sur le bouton. Alors, Louis Vell approuve. Louis Vell, il a joué jusqu'à il y a quelques jours la fille sur la banquette arrière. Je ne vais pas vous demander comment ça s'est passé, ni parler théâtre avec vous. Je sais que vous partez en vacances, oui. Mais vous êtes venu il y a 5 ans, presque jour pour jour, lorsque nous débutions le Club de l'Enjeu. Et je vous posais à l'époque la question, alors quoi faire de ces actions? Et vous m'avez dit, je vends tout. C'est-à-dire, vous m'avez demandé, qu'est-ce qu'il faut acheter? Et j'ai poussé un grand cri en vous disant, achetez, surtout pas en ce moment, il faut vendre. Moi, j'ai vendu toute la semaine, et en effet, c'était juste avant le crack, parce que j'avais le sentiment, avec la montée des taux, enfin, j'avais le sentiment que c'était le moment de quitter le marché. Et ça, c'est important d'avoir cette notion, quelle que soit la qualité des valeurs. Ce qui est important, c'est d'imaginer le flux qui peut s'investir ou qui se retire en bourse. Alors justement, aujourd'hui, en cette rentrée 5 ans plus tard, est-ce que vous dites aussi je vends tout? Écoutez, moi j'ai déjà commencé puisque je suis sorti du marché pour mon compte progressivement à partir du mois d'avril, vers le 9-10 avril. J'ai commencé à alléger, je n'ai pas liquidé le portefeuille. Aujourd'hui, je parle pour la rentrée. Vous avez commencé à vendre en avril, d'accord. On voit d'ailleurs que vous avez bien fait, si on voit la courbe du CAC, oui, 40. Oui, mais aujourd'hui, que faites-vous? Aujourd'hui, je reste liquide, il n'y a pas de raison. Si on veut investir, moi j'investis sur des sociétés qui nous offrent le maximum de visibilité. Je pense que c'est à ça qu'il faut s'attacher aujourd'hui. L'effet Maastricht, parce qu'on en parlera, pour moi, si c'est Louis, n'aura pas une grande importance. Il y aura peut-être un petit feu de cheminée de satisfaction en bourse pendant quelques séances. En revanche, si c'est le non, on peut avoir des réactions extrêmement brutales. Donc, à l'allure de ça, c'est pas le moment où je vais m'engager. Simplement, pour m'amuser, moi, je prends des bons de souscription d'actions à 2 ans,
sur les valeurs de première catégorie qui, je ne sais pour pas... vous amuser, c'est-à-dire pour jouer Maastricht, c'est ça? Oui, un négatif à Maastricht, voilà. Il peut y avoir quelque chose, et voilà, ce que personnellement est dans une dimension relativement modeste. Je ne fais pas ça pour le fonds commun de placement que je gère pour la Société des auteurs. Voilà, ben, il fallait le dire, parce que ce n'est pas parce que vous êtes très riche que vous êtes un expert en bourse, c'est aussi parce que vous gérez le portefeuille de valeurs mobilières de la Société des auteurs. Un mot de commentaire, Michel Pébroux, vous le manquiez? Oh, ça me paraît une attitude extrêmement sage. Simplement, je dirais que s'il y a oui à Maastricht, alors il y a beaucoup de valeurs françaises qui présentent un intérêt pour un investissement à moyen et long terme. Voilà. Et il pourra, à ce moment-là, être intéressant de sortir des liquidités pour investir. Tout à fait, mais encore sur des valeurs, à mon avis, vraiment sûr. de grande visibilité au départ. Ah bah vous aurez là tout à l'heure la possibilité de discuter entre vous et on reparlera des placements avec l'arrivée du nouveau PEA, le plan en épargne en action. Emmanuel. Le Club de l'Enjeu, rubrique le questionnaire. Au fond, posez-vous la question, quelles sont les questions qui réellement me passionnent, me tracassent, me mobilisent? Par exemple, comment se fait-il que jamais je n'arrive à appliquer une des bonnes résolutions prises en vacances? Ou qu'est-ce qui explique la tendance mondiale à la dislocation? Ou encore, qu'est-ce qui fait que la pomme tombe de l'arbre? Alors là, vous êtes vraiment dans la science. C'est la découverte de Newton sur la loi de la gravitation universelle. Alors justement, j'ai tout de suite pensé au Club de l'Enjeu, au plus grand centre de recherche européen, le CNRS, 25 000 personnes, 1300 labos, et j'ai demandé au patron du CNRS, à François Kourilski, de venir nous faire son questionnaire, c'est-à-dire des questions qu'il se pose personnellement. Ça vous embarrasse un peu de faire ce petit jeu du questionnaire? Non, moi je pensais que vous me demanderiez des réponses. On est très bon en France et au CNRS en particulier pour avoir réponse à tout. Eh bien, on va changer. Alors, votre questionnaire, on y va. Un exercice difficile. Toute une série de questions se posent. Je ne voudrais pas les faire trop sérieuses. Comment faire, par exemple, pour que la science reste bonne pour l'humanité? Parce que finalement, les utilisations, on en fait un peu ce qu'on en veut. Comment les contrôler? Ça va de la bombe atomique à la bombe au cobalt. Donc, le oui. Cliché, la science est bonne pour le progrès de l'humanité, à reprendre en compte. Il faut que la société vraiment se l'approprie, car c'est de l'utilisation, c'est des nouvelles connaissances. L'utilisation qu'on en fait dépend beaucoup de la société. Et on a tous notre responsabilité. Autre question que vous vous posez. Une autre question, c'est dans cette révolution de la technologie dont on parle tant, est-ce que nous n'allons pas un peu trop vite? Est-ce que nous ne sommes pas en train d'oublier un peu trop l'homme? Est-ce que des sciences de la matière, on aurait oublié un peu les sciences de l'homme et de la société? Est-ce qu'on ne néglige pas les phénomènes de rejet qui finissent par détruire des progrès acquis par la technologie? Oui, oui, c'est pas sûr qu'on ait bien réfléchi. Technologie et sciences de l'homme. Tout à fait. Le questionnaire, encore le questionnaire de François Kourilski, patron du CNRS. Alors évidemment, une grosse question que je me pose, c'est celle, est-ce que vraiment on a bien réglé les problèmes des relations entre recherche et industrie? Surtout à ce moment, devez-vous dire, au moment où, face à des industriels, où il y a une période très difficile, est-ce qu'on ne va pas couper les crédits recherche? Tout juste, je me demande, dans cette période de récession, quelles vont être les réactions des industriels avec une croissance assez faible, une capacité d'investissement pas forcément importante, que va devenir l'investissement recherche? On les laisse réfléchir. Autre question? Oui, parce que nous, on se prépare fortement au niveau du CNRS à soutenir évidemment ce mouvement, avec d'ailleurs certains qui sont ici. Une autre chose qui est importante au milieu de tous ces grands personnages industriels, ces grands techniciens, c'est les scientifiques, de se dire, finalement, pour bien apprendre, en fait, il faut s'enfermer, il faut se polariser. Et dans ces conditions, est-ce qu'on est bien capable de comprendre? Parce que pour comprendre, eh bien, il faut s'ouvrir, il faut écouter. Comprendre, c'est prendre, mais prendre ailleurs, prendre avec. Et puis, encore une dernière question? Oh, j'en ai, vous savez, j'en ai vraiment beaucoup. Exercice très dur. Quelles sont les questions qui me passionnent? Posez-vous tous la question. Oui. Je ne pose pas la question du rhume là, qui va commencer. Je me demande si vraiment, dans 15 jours, quand on va l'attraper, la science aura fait les progrès nécessaires pour qu'on s'en protège. Je ne suis pas trop sûr et je ne pourrais pas répondre. Mais ça, c'est des questions que je me pose. Hein. C'est comme aussi, à la veille de tous ces problèmes qu'on nous a exposés sur l'Europe, enfin, bon sang, quand est-ce qu'on saura ce que c'est que la dépression nerveuse, avant de connaître les dépressions diverses? Mais je terminerai peut-être sur une question. Pourquoi prend-on le scientifique comme étant un rêveur? Vous savez, Tournesol,
Alors qu'au contraire... Ben absolument. Il est complètement ancré absolument dans la réalité. La recherche du réel. La recherche du réel, et quand Copernic a dit « mais quoi ça tourne ?» et quand Archimède est sorti de sa baignoire en criant « Eureka », il était vraiment sur le concret. Et je crois que, même vis-à-vis des industriels, je crois que les industriels rêvent beaucoup plus que les scientifiques. Notez, ça nous est nécessaire. J'aimerais aussi que tous les citoyens rêvent avec eux. François Kourilski, mon questionnaire, les questions qui me passionnent le plus, patron du CNRS, merci d'avoir expérimenté cette première. Oui, et rêver, c'est prévoir l'avenir, et puis le rêve, c'est l'inverse du cauchemar, c'est voir l'avenir en rose. Un sondage aujourd'hui, 9% seulement des patrons disent qu'ils ont l'intention d'investir dans les prochains mois, et la recherche fait partie de l'investissement, c'est la préparation de l'avenir. Autres indications de ce sondage Sofres qui est paru dans la Tribune, 4% des patrons disent qu'ils ont l'intention d'embaucher, 40% qu'ils ont plutôt l'intention de débaucher dans les prochains mois. Je ne sais pas si Jean Caspar, vous avez vu ce sondage. Il y en a eu un autre, d'ailleurs de la Sofres également, oui, qui disait 20 embauchés, 20 débauchés. Enfin, de toute façon, ce n'est pas reluisant pour l'emploi. Non, moi, j'ai pas vu les sondages, mais j'ai vu des chiffres. En l'espace de pratiquement 18 mois, les entreprises françaises ont licencié 800 000 personnes par licenciement économique. Montre bien la nécessité aujourd'hui de faire un effort au niveau des entreprises pour voir au-delà du discours incantatoire. Il faudrait que le gouvernement, il faudrait que le patronat fasse, que les organisations syndicales et les patrons acceptent de négocier concrètement dans les entreprises un certain nombre de sujets qui permettraient de consolider, de développer l'emploi ou d'accueillir des jeunes qui aujourd'hui n'ont pas de qualification et sont dans le désespoir. Vous me dites négocier, moi ce que je remarque c'est que lorsqu'il y a un problème grave aujourd'hui, ce sont les coordinations qui négocient avec le patron, avec le gouvernement. Ce ne sont plus les syndicats. Ah ben non, les coordinations... Pas suffisamment les syndicats. Les coordinations traduisent trois choses. D'abord, un acte de désespoir par rapport à une situation difficile. Les agriculteurs, ou alors la volonté d'une reconnaissance de leur professionnalité. Les routiers, les infirmières. Première chose. Deuxième chose que traduisent les coordinations, c'est l'insuffisance des organisations syndicales à mieux prendre en compte ce que pensent, ce que souhaitent les salariés. Ils ont besoin de construire un syndicalisme de plus grande proximité. Et troisième élément que traduit... Donc l'autocritique pour ça. Ah oui, tout à fait. Moi, j'ai pas peur d'une certaine autocritique. Si nous voulons aujourd'hui maîtriser la complexité, faire face aux problèmes de fond qui sont posés à la société, il faut avoir le courage intellectuel et la rigueur de s'interroger sur ses propres responsabilités et pas simplement dénoncer la responsabilité des autres. Alors, mais la troisième observation, pardonnez-moi, la troisième observation que je voulais faire par rapport aux coordinations, c'est qu'elles traduisent aussi une insuffisance de négociation dans notre pays. Si les infirmières se sont révoltées à un moment donné, c'est qu'on n'a pas suffisamment négocié à temps la requalification de leur emploi. Si les routiers se sont révoltés, à partir du permis à point, c'est parce qu'on n'a pas suffisamment traité sur le fond les conditions de travail, l'organisation du travail, les horaires, parce que le patronat refuse de négocier dans certaines circonstances. Donc je crois qu'il faut faire un effort. Arrêtez de vous fustiger, vous en voulez un peu à Bérégovoy aussi pour cette affaire. Oui, je considère que quand un Premier ministre dit à la télévision « Je suis prêt à recevoir Tarzan ou Nanar » et que, un mois avant, il dit, dans son discours d'investiture, je veux renforcer les corps intermédiaires. Il fait une erreur politique grave. Boire ou conduire, il faut choisir. Est-ce qu'il suffit d'être fort en gueule pour se faire entendre dans ce pays, ou est-ce qu'on accepte de négocier les problèmes de fond qui sont posés aux entreprises et à la société, avec les corps intermédiaires, avec les organisations syndicales, en acceptant qu'elles sont insuffisantes, qu'elles ont des choses à améliorer, tout à fait. Mais je crois que là, le Premier ministre a commis un acte politique très grave. Dites-moi, hier, vous avez fait votre conférence de presse de rentrée. Ce que la presse a retenu, c'est essentiellement votre oui à Maastricht. Et pourtant, même le président de la République n'a pas dit l'autre jour sur TF1 que Maastricht allait résoudre les problèmes de l'emploi. Écoutez, moi, je vais vous dire, j'ai deux raisons pour appeler à la ratification des accords de Maastricht. La première, une raison personnelle. Je veux faire confiance à la jeunesse. Et la jeunesse de notre pays, la jeunesse européenne, n'en a plus rien à faire de nos querelles de tribus. Cette jeunesse a besoin d'espace. Et l'Europe peut être cet espace. Et la deuxième raison, alors là c'est le syndicaliste qui s'exprime, c'est que pour la première fois, les chefs d'État ont accepté de considérer que la dimension sociale pouvait être et devait être un élément constitutif de la construction européenne. Avant, c'était la monnaie, c'était l'industrie, c'était les finances. Aujourd'hui, les chefs d'État ont accepté que le social est un élément constitutif de la construction européenne. Alors maintenant, il nous appartient, à nous, chefs d'entreprise, syndicalistes, d'occuper ce terrain et de montrer notre volonté de prendre notre part à la construction de ces dimensions sociales, car voyez-vous, j'ai la faiblesse de penser, pardonnez-moi, j'ai la faiblesse de penser que ce n'est pas un accord de chefs d'État
qui peut créer les conditions d'une transformation d'une société et créer les conditions de la communauté européenne. Un accord peut traiter des perspectives. Oui, c'est à nous, acteurs économiques, sociaux, de nous impliquer, de donner un contenu à ces orientations. Là, moi, je voudrais quand même vous dire, pour négocier, il faut être deux. Or, M. Périgot vous dit, vous voulez la réduction du temps de travail, c'est pas ça qui résoudra les problèmes du chômage. Bah, écoutez, moi je trouve la réaction de M. Périgot un peu dommage, parce que aujourd'hui, nous n'avons pas le luxe d'évacuer un sujet, un thème, pour savoir si ce thème peut répondre aujourd'hui au problème de l'emploi. Et je pense que la réduction et l'aménagement du temps de travail peut être un élément. Quand je vois ce qui se passe en Allemagne, où les patrons et les organisations syndicales ont accepté de négocier dans de nombreuses branches, la sidérurgie, la métallurgie, la chimie, les services publics, une réduction de la durée du travail, je constate que ce pays qui a amorcé un processus de réduction de la durée du travail est un pays parfaitement compétitif, est un pays qui commercialement tient la route, alors qu'on ne vienne pas me chanter des vieilles chansons en disant la réduction du temps de travail est une solution illusoire. Ce qui est illusoire aujourd'hui, c'est de refuser d'aborder ce sujet. Et ce qui est illusoire et dangereux, c'est de considérer que par rapport au problème de l'emploi, il y a des sujets tabous. Je considère que la réduction du temps de travail n'est pas un sujet tabou. Vous avez vu un vrai professionnel, en tout cas du syndicalisme, et quand il tient un micro, il sait ne pas le lâcher. Mais vous aviez des choses intéressantes à dire. Vous pourriez être notamment le propagandiste du patronat français, Emmanuel. Alors, la plupart des grands patrons, en dehors de Jacques Calvet, président de PSA, et de Pierre Suard, président d'Alcatel-Thompson, sont de bons partisans du oui. Alors, on ne va pas transformer le Club de l'Enjeu en tribune de propagande. Jean-Louis Beffa, vous êtes parmi les engagés du oui. Je voudrais simplement vous demander l'enseignement que vous en tirez sur le changement de réaction des Français, cette espèce de mobilisation des Français pour le oui ou pour le non, qui est un phénomène nouveau. Non, je trouve que c'est très bon, parce qu'il y a eu un grand débat. Moi, je suis très clairement pour le oui, parce que tout ce qu'a fait bouger dans les dernières années l'industrie française, ça a été indiscutablement l'Europe. Deuxièmement, quand on est dans la compétition internationale, on sent bien qu'on a besoin d'un socle. Ce socle, ça ne peut pas être une zone de libre-échange, ça doit être une communauté, parce qu'on a besoin d'une politique de la recherche, une politique industrielle, une politique du commerce extérieur, et aussi une politique sociale, car c'est un des progrès de Maastricht à mes yeux. Alors je crois que ce qui est très bon aussi, c'est qu'on en a parlé, et ensuite, si nous gardons la dynamique européenne, cela sera tout à fait nécessaire, surtout pour nous donner un peu de morale dans une conjoncture difficile. Alors Jean-Louis Beffa, président de Saint-Gobain, un des grands poids lourds mondiaux dans son secteur, et aussi une très belle valeur en bourse, puisque depuis le début de l'année, il fait plus 20%, c'est un phénomène à remarquer. Dans cette crise, qui est très différente de celle du passé, est-ce que vous avez l'impression que c'est une crise qui va durer ? Oui, je crois que c'est une crise qui va durer parce que c'est la contrepartie des excès financiers qui a été ceux de la fin des années 80. Et par conséquent, ça va être beaucoup plus long à résorber que les crises antérieures. Et il y a de nouveaux handicaps? Oui, il y a de nouveaux handicaps. Il est clair que la rentrée de septembre est plus difficile que la situation de juin, au moins sur 2 points. D'abord, nous avons un dollar à 4,75. C'est énorme. C'est comme si on nous avait mis une barrière de 10% de plus. Et deuxièmement, parce que je crois que la situation du logement, qui est si importante pour l'ensemble de l'économie, se dégrade très sérieusement. Alors voilà 2 points difficiles. Maintenant, je crois aussi que nous avons des points d'espoir. Oui, comment ne pas baisser les bras, comment ne pas perdre le moral à l'heure actuelle avec toutes les mauvaises nouvelles qui s'accumulent sur l'économie? Eh bien, d'abord, nous avons fait d'énormes progrès dans l'ensemble de l'industrie. Et aujourd'hui, nous n'avons plus une grande crise de restructuration comme au début des années 80. Nous avons une crise d'adaptation. Et deuxièmement, je crois que nous sommes aussi capables de préserver l'avenir. Tout à l'heure, on parlait de la recherche. Je crois que l'ensemble des groupes industriels va garder son potentiel de recherche. On parle aussi de la conquête des territoires nouveaux, préparer les hommes pour l'Europe de l'Est, pour l'Asie-Pacifique, où nous sommes tous pas encore assez présents. Eh bien, je crois que quelle que soit la gestion serrée, nous garderons ça. Donc, nous allons avoir des moments qui ne vont pas être simples, mais il est indispensable que les entreprises françaises gardent leur dynamisme. Et quand nous nous comparons aux entreprises étrangères, y compris par exemple aux entreprises allemandes, nous avons des atouts. Jean-Louis Beffa, merci. Vous étiez venu pour la première du Club de l'Enjeu du samedi matin, il y a 5 ans, et vous inaugurez la première du l'Enjeu, le mardi, minuit 30. Merci Jean-Louis Beffa. Voilà, et puis pour souffler un tout petit peu, regardez sur les murs du Club de l'Enjeu, il y aura et il y a toutes les semaines des peintures. Alors avis aux galeries, aux peintres qui veulent se faire connaître, nous les accueillerons bien volontiers. Aujourd'hui, c'est Patrice Trigano, qui est une galerie rue des Beaux-Arts, qui nous a emmené des toiles, emporté des toiles de Jenkins, de Veličković et de Diaz. Voilà, et maintenant revenons à cette rentrée.
économique qui n'est pas reluisante. Michel Pébroux, d'accord sur tous les points, les motifs d'espoir quand même ou uniquement de l'inquiétude? Non, des motifs d'espoir aussi, mais c'est vrai que la conjoncture économique est difficile. Elle est difficile sur le plan international, elle est beaucoup plus difficile chez d'autres que chez nous, il faut quand même en être conscient. Les États-Unis, en ce moment, traversent une crise d'endettement d'une très grande ampleur. Il va leur falloir du temps pour régler ce problème. Le Japon à corriger les excès de la spéculation sur les prix des valeurs mobilières et de l'immobilier. Il va lui falloir du temps pour régler ce problème. Alors aujourd'hui, l'espoir, d'où doit-il venir? De l'Europe. Et la raison pour laquelle aujourd'hui, l'Europe n'est pas à même d'être la locomotive de l'économie mondiale, alors que sa situation économique est fondamentalement saine, cette raison, c'est que l'Europe de Maastricht n'est pas encore réalisée. Attendez, là, ça c'est le discours de celui qui a signé avec BFA d'ailleurs et d'autres un manifeste pour le oui. Mais alors concrètement, si nous avions la monnaie unique aujourd'hui, qu'est-ce que cela nous apporterait? Est-ce qu'on sortirait de la crise aussi facilement que cela? Eh bien, non pas très facilement, mais plus facilement. Un exemple. Si nous avions aujourd'hui la monnaie unique, cette monnaie unique serait gérée par une banque centrale européenne. C'est-à-dire une banque centrale qui prendrait en compte la situation économique d'ensemble de la communauté. Alors qu'aujourd'hui, la politique monétaire est dirigée à partir de la Bundesbank et des problèmes intérieurs de l'Allemagne. Concrètement, la différence de gestion, cela voudrait dire probablement 1 ou 2 points de taux d'intérêt en moins. Oui, vos adversaires disent que ce ne serait plus la Bundesbank, mais que les Allemands seraient tout puissants au sein de la Banque Centrale Européenne. C'est ce qui se dit. Ah, écoutez, économie dominatrice. Vous savez, le Fonds monétaire international a été créé il y a 50 ans. Il a eu 5 directeurs généraux. C'est l'Assemblée, la banque, qui rassemble l'ensemble des pays du monde. Sur ces 5 directeurs généraux, il y a eu 3 Français. Bien, alors, souhaitons que pour la future Banque Centrale Européenne, nous aurons un Français qui saura tenir la barque. Dites-moi, la sortie du tunnel, vous la voyez pour quand? Eh bien, elle sera progressive. Parler de la sortie du tunnel est toujours bien dangereux, surtout en économie. Mais je crois que ce qui est important, c'est que la construction européenne telle qu'elle est engagée va donner de nouvelles chances à l'Europe. Cette construction européenne qui va doter l'Europe d'une monnaie, ça veut dire pour l'ensemble de l'Europe la première monnaie du monde. Un vrai concurrent pour le dollar, avec des entreprises européennes et des économies européennes qui vont bénéficier de cet avantage dont les États-Unis bénéficient donc depuis près de 50 ans. Ça veut dire ensuite, cette monnaie unique, cela veut dire une cohérence de la politique économique de l'Europe avec une meilleure prise en compte des problèmes de l'ensemble des Européens. Donc, les accords de Maastricht, c'est d'abord l'union monétaire. Mais c'est surtout, je dois le dire, une conception française de l'Europe. Bon, je vous remercie Michel Pébroux, président du CCF, mais espérons tout de même qu'il ne faudra pas attendre la fin du siècle, 99, et la monnaie unique, pour sortir du marasme économique actuel. Enfin, je nous le souhaite à tous. Souhaitons aussi que tous les responsables de la future Banque Centrale Européenne soient des Français. Ça serait vraiment épatant. La NPE, elle est engagée et mobilisée cette fois en première ligne de la bataille contre le chômage, en particulier contre le sort des chômeurs de longue durée. Jean-François Collin, vous êtes arrivé il y a près de 10 mois à la NPE pour, disons, la dynamiser. Qu'est-ce qui a changé dans le sens positif? Qu'est-ce qui se fait mieux? Je crois que clairement... La NPE n'a pas toujours une bonne image, forcément, parce que quand on y va, on est chômeur. Je crois que le premier point, c'est que la modernisation de la NPE est en marche et que ça se voit physiquement. Il faut savoir qu'à la fin de l'année prochaine, les 700 agences locales pour l'emploi auront été rénovées, réhabilitées, relogées. C'est une chose très, très importante pour la dignité des gens. Mais plus fondamentalement, ce qui change, c'est notre façon de travailler. Notre façon de travailler avec les chômeurs, en ayant une approche plus individuelle, un suivi plus individualisé. En fait, faire du sur-mesure là où hier nous faisions du prêt-à-porter. C'est ce que nous faisons avec les chômeurs de longue durée. Et moi, je peux vous dire qu'aujourd'hui, on assiste à un recul du chômage de très longue durée qu'on n'avait jamais vu dans notre pays depuis le premier choc pétrolier. Donc, approche individualisée, sur-mesure, plutôt que prêt-à-porter. Qu'est-ce qui reste en retard, alors? Je crois qu'il y a encore beaucoup trop de bureaucratie, de paperasserie inutile, de manque de lisibilité des politiques de l'emploi, des mesures pour l'emploi, insuffisamment de déconcentration. Il faut laisser à l'initiative locale la possibilité d'émerger. Parce que vous avez beaucoup de gens à la NPE qui se remuent. Il n'y a pas que des fonctionnaires. Non, beaucoup de gens
beaucoup de gens se Il y remuent. a moins d'arrogance quand on arrive là étant chômeur en situation de complexe d'infériorité. Je crois qu'il y a un respect tout à fait évident à l'égard des chômeurs. Nous sommes là pour les aider, comme nous sommes là pour aider les entreprises à procéder à leur recrutement. Que va changer le nouveau système de l'assurance chômage, c'est-à-dire l'allocation unique dégressive, qui change beaucoup de choses? Je crois qu'elle va pousser un certain nombre de demandeurs d'emploi à venir plus vite chercher des services de la NPE, soit des offres d'emploi, soit des offres de formation. Parce qu'on ne pourra plus dire qu'on s'installe dans le chômage parce que c'est dissuasif. Les partenaires sociaux ont choisi pour trouver un emploi. de faire de cette allocation une allocation dégressive, et il est clair que ça sera plus incitatif à entrer dans un processus d'insertion professionnelle le plus tôt possible. C'est très clair. Alors comment faire, et ça va être un de nos buts au Club de l'Enjeu, pour que aucune offre d'emploi dans l'avenir ne reste en souffrance faute de candidats? Je vais vous donner un chiffre. À la fin du mois dernier, j'avais en portefeuille 100 000 offres d'emploi. 100 000 offres, dont un grand nombre très difficile à satisfaire, dans des métiers qui sont méconnus. La pas forcément des métiers à mauvaise résonance sociale, à mauvaise image. Par exemple, vous en avez dans le plastique. Dans le plastique. Des métiers qualifiés, de techniciens de maintenance ou d'opérateurs. Ce sont des métiers qui ont changé, qui recrutent aujourd'hui. On recrute à Oyonnax. Il faut le savoir. Et nous avons, nous, des difficultés à trouver des demandeurs d'emploi ayant la qualification requise. Est-ce que vous pensez que quand on se retrouve sans emploi, même si on avait un très bon emploi, il faut accepter provisoirement un emploi moins bien rémunéré ou plus difficile? Je crois qu'il faut faire prévaloir la rapidité du reclassement sur les exigences qu'on peut avoir de rémunération ou de qualité du travail. Car le temps devient un handicap. Le temps est très clairement un handicap, on le voit avec les chômeurs de longue durée. Jean-François Collin, patron de la NPE, nous allons essayer de coopérer avec beaucoup d'organismes, dont le vôtre, pour qu'au moins les offres d'emploi trouvent candidat. Merci Jean-François Collin. Voilà, et pour terminer ce Club de l'Enjeu, le conseil du mois avec notre confrère Mieux Vivre, faut-il ouvrir un PEA? Vous avez certainement entendu ou lu des publicités en faveur du nouveau PEA. Toutes les banques font actuellement de la pub. Peut-être vous ont-elles déjà démarché. Je disais toutes les banques, y compris bien sûr le CCF, puisqu'il est ici. Eh bien, le conseil, c'est oui. Oui, ouvrez un PEA, bien que actuellement la bourse ne soit pas très prometteuse et qu'on se pose des questions, même si vous êtes frileux. Et voilà pourquoi. Vous connaissez les caractéristiques de ce PEA. Au bout de 5 ans, vous bénéficiez d'exonération fiscale, pas d'impôt sur les revenus de vos actions, pas d'impôt sur les plus-values. Alors, je disais ça au bout de 5 ans seulement. Vous pouvez déposer en une et en plusieurs fois 600 000 francs, 1,2 million si vous êtes un couple. Et il n'y a pas de minimum au départ. Et c'est ça le truc. N'hésitez pas à prendre date dès maintenant pour pouvoir sortir avec les avantages fiscaux dans 5 ans. Rien ne vous empêche de mettre seulement quelques centaines de francs. Vous ne risquerez pas grand-chose. Vous ne risquerez pas grand-chose, d'autant que vous n'êtes pas obligé d'acheter des actions. Vous pouvez mettre des actions que vous aviez déjà en portefeuille et surtout, vous pouvez prendre des SICAV ou des fonds communs de placement de banque qui ont pensé aux plus frileux d'entre nous, puisque les banques ont inventé des fonds communs de placement avec des tas de sécurité, de garanties qui prémunissent contre les baisses de la bourse. Voilà, le Club de l'Enjeu se termine régulièrement avec Emmanuel. Nous vous donnerons des conseils pour mieux gérer votre capital personnel entendu au sens large, Emmanuel. D'ailleurs, vous pouvez nous retrouver à la rubrique bourse en même temps que Sophie Rac après le journal de 13h. Alors, bonne nuit, le spécial Club de l'Enjeu, redémarrage maintenant mardi minuit, vivement mardi minuit le Club de l'Enjeu, nouvelle programmation au lieu du samedi matin, spécial Topcom la semaine prochaine, nous accueillerons beaucoup de responsables de la communication, mais aussi Michel Bon. Voilà, et puis vous savez, quand on dit minuit, minuit ça peut être minuit et quelque chose, même quelque chose d'assez grand. De toute façon, c'est après la soirée cinéma sur TF1 et nous vous rejoindrons donc tous les mardis avec grand plaisir. À mardi prochain pour ce spécial Topcom.